Avez-vous déjà réfléchi à quel point cette maison de cartes que nous appelons l'histoire officielle est fragile? On nous dit que le progrès s'est déroulé de manière linéaire. D'abord la roue, puis la charrette, ensuite le train à vapeur, et enfin Internet. Mais que diriez-vous si je vous disais que, au milieu du 19e siècle, quand des calèches à cheval roulaient encore dans les rues boueuses de Londres et de New York, et que les médecins traitaient la migraine par la saignée, l'humanité aurait accompli un saut technologique impossible même pour les ingénieurs modernes. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons détruire l'un des principaux mythes de l'ère industrielle. Il sera question du câble télégraphique transatlantique de 1858. La version officielle ressemble à une épopée héroïque. Imaginez la scène. 1858. Aux États-Unis d'Amérique, l'esclavage n'a pas encore été aboli. En Russie, on se prépare tout juste à abolir le servage. Le principal moyen de transport est le cheval et la voile. Et à ce moment précis, deux navires se rencontrent au milieu de l'océan Atlantique pour relier l'ancien et le nouveau monde par un fil de cuivre posé au fond à une profondeur de 4 km. Croyez-vous sérieusement que cela soit possible? On essaie de nous convaincre que des gens qui éclairaient leur maison avec de la graisse de baleine ont pu réaliser un projet comparable en complexité à un vol vers la Lune. Mettons de côté les émotions et activons une logique froide et les mathématiques. On nous dit que la longueur du câble faisait plus de 4000 km. Le poids d'1 kilomètre de ce câble blindé, selon les spécifications techniques de l'époque, était d'environ 1 tonne, et plus encore dans les zones profondes. Multiplions. Nous obtenons des milliers de tonnes de cuivre, de fer et de gutta-percha. Et tout cela devait non seulement être produit, mais chargé à bord. À bord de quoi? De navires en bois à voile avec des moteurs à vapeur? Regardons les héros de ce conte. Le navire Agamemnon. C'est un navire de ligne britannique, vétéran de la guerre de Crimée. Coque en bois, voilure, machine à vapeur auxiliaire. Les historiens affirment qu'on a chargé la moitié du câble dans ces cales. C'est une bobine géante pesant plus de 1200 tonnes. Vous imaginez l'équilibrage d'une telle charge sur un navire en bois au milieu de l'Atlantique tempétueuse? Tout ingénieur vous dira que cette charge ponctuelle sur la quille en bois dans des conditions de roulis briserait simplement le navire en deux, comme une brindille sèche. Mais l'Agamemnon n'a pas seulement évité de couler, il aurait manœuvré, épicé les extrémités du câble et supporté l'énorme tension du fil plongeant dans l'abîme. Le deuxième participant, le frégate américain Niagara. Du bois aussi, des voiles aussi, et la même physique impossible. On nous dit que ces navires se sont rencontrés exactement au milieu de l'océan. Rappelez-vous, nous sommes en 1858. Pas de navigation par satellite, pas de GPS. Seulement sextant, étoiles et boussole. La marge d'erreur dans la détermination des coordonnées en pleine mer était alors de kilomètres. Comment deux navires ont-ils pu se trouver l'un l'autre au point idéal pour épicer le câble dans des conditions de vent et courant constants? C'est comme essayer de rencontrer un ami dans la forêt la nuit, les yeux bandés, en s'orientant seulement sur le bruissement des feuilles. Mais l'histoire officielle affirme qu'ils se sont rencontrés, ont relié les extrémités du câble et sont partis dans des directions opposées. L'un vers les côtes d'Irlande, l'autre vers l'île de Terre-Neuve. Et c'est ici que commence le plus intéressant. Le processus de pose. Imaginez la dynamique. Le navire avance à 5-6 nœuds. Le câble se déroule des bobines géantes. Il descend dans l'eau et s'enfonce au fond. La profondeur de l'océan Atlantique à cet endroit atteint 3-4 km. La pression de l'eau là-bas, des centaines d'atmosphères. Une pression qui aplatit les fûts en acier. Et nous avons une veine de cuivre isolée avec de la sève d'arbre tropical. Croyez-vous que l'isolation du 19e siècle pouvait résister à une telle pression et ne pas laisser passer l'eau salée vers la veine conductrice?
La moindre micro-fissure, le moindre petit bulle d'air dans l'isolation, et le câble devient une corde inutile. L'eau sous une pression de 400 atmosphères trouvera un chemin partout. Mais on nous dit que tout s'est passé avec succès. Le câble s'est posé au fond. Et c'est ici qu'émerge la question que les historiens évitent soigneusement. Et comment ont-ils connu le relief du fond? Les échosondeurs n'existaient pas. Pas de sonar. La seule façon de mesurer la profondeur à l'époque, c'était de lancer la sonde. Une corde avec un poids. Pour mesurer une profondeur de 4 km de cette façon, il faut plusieurs heures pour une seule mesure. Le navire doit rester immobile. Et eux avançaient continuellement, posant le câble. Donc, ils le posaient à l'aveugle, directement sur les rochers acérés de la dorsale médio-atlantique, sur des volcans sous-marins. Toute rupture, tout pli sur une pierre aiguë, sous le poids de sa propre masse du câble, mènerait à une casse. Mais le câble, selon la légende, s'est posé parfaitement, comme si quelqu'un connaissait la carte du fond à l'avance, ou comme si cette carte et ce câble y étaient depuis longtemps, avant que ces bateaux en bois y arrivent. Parlons des matériaux. L'isolation, la gutta percha. C'est la sève coagulée d'arbres qui pousse en Malaisie. Pour obtenir une tonne de gutta percha, il faut inciser des centaines d'arbres. Pour des milliers de kilomètres de câbles, il fallait des forêts entières et des flottilles de navires pour transporter la matière première en Angleterre. La logistique d'une telle échelle au milieu du XIXe siècle soulève autant de questions que le câble lui-même. Où sont les documents sur l'abattage massif de forêts en Asie du Sud-Est? Où sont les enregistrements du transport de milliers de tonnes de matières premières? Ils n'existent pas, ou ils ont été détruits. On nous demande simplement de croire aux faits accomplis. Le 16 août 1858, la reine Victoria envoie un télégramme de félicitations au président des États-Unis, James Buchanan. Le message de 98 mots a été transmis pendant 16h30. Les historiens disent « mauvaise connexion, faible tension ». Je dis « c'est impossible ». Au niveau d'électrotechnique de l'époque, avec ses batteries galvaniques, transmettre un signal sur 4000 km à travers l'océan sans amplificateur intermédiaire était physiquement irréalisable. La loi d'Ohm n'a pas été abrogée. La résistance de la veine de cuivre de cette longueur était colossale. Le signal devait s'atténuer après quelques centaines de kilomètres. Mais il a passé. Ou on nous a simplement dit qu'il a passé. Réfléchissez. À qui cela profitait-il? Le monde jubilait. Les journaux criaient au triomphe de la science. Mais seulement quelques semaines plus tard, le câble s'est tu. Pour toujours. La raison officielle, on a appliqué une tension trop élevée et brûlé l'isolation. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? La plus grande réalisation de l'humanité a fonctionné exactement le temps nécessaire pour des gros titres et des spéculations boursières, puis a disparu dans les abysses. Et si aucun câble n'avait été posé? Et si c'était une immense mystification cachant autre chose? Ou pire encore, s'ils avaient vraiment trouvé quelque chose au fond de l'océan qu'ils ont essayé d'utiliser, mais n'ont pas compris comment ça marche? Nous continuons notre plongée dans l'une des plus grandes arnaques du XIXe siècle. Précédemment, nous avons posé des questions sur la logistique et la navigation. Mais l'abîme réel des contradictions s'ouvre quand nous entrons dans les ateliers de production et les laboratoires de l'époque. Si vous pensez que poser le câble est difficile, essayez de le fabriquer. Décomposons ce processus en atomes et vous verrez que la documentation technique officielle de 1858 est un recueil de science-fiction, pas un rapport d'ingénieur. Commençons par l'anatomie de la bête elle-même. Le câble transatlantique consistait en 7 veines de cuivre torsadées en une seule, recouvertes de 3 couches de gutta percha, puis enroulées de chanvre goudronnée et enfin protégées par une armure de 18 fils de fer. Cela semble fiable?
Et maintenant, comptons. La longueur totale du câble faisait plus de 4000 km. Pour créer cette armure de fer, il a fallu torsader au total plus de 500 000 km de fil de fer. Prenez la mesure de ce chiffre. 500 000 km. C'est la distance de la Terre à la Lune, plus 100 000 km par-dessus. Et tout cela devait être étiré, calibré et torsadé en 6 mois. Au milieu du 19e siècle, le processus de tréfilage du fil était semi-artisanal. Il n'existait pas de ligne automatisée avec contrôle de qualité informatique. Si le diamètre du fil variait ne serait-ce que d'une fraction de millimètre, son résistance électrique changeait. À l'échelle de l'océan, de telles variations de résistance transformeraient le signal en bruit avant même qu'il n'ait parcouru les premières centaines de kilomètres. Mais on nous dit que les usines britanniques, fonctionnant avec des machines à vapeur et du travail manuel, ont produit un demi-million de kilomètres de fil parfait, homogène, sans le moindre défaut. Où sont ces usines? Où sont les montagnes de rebut? Où sont les milliers d'ouvriers qui devaient travailler en 3 équipes? L'histoire a conservé les noms des directeurs et des investisseurs, mais a effacé les traces de l'effort industriel titanesque qui devait accompagner ce projet. On a l'impression que le câble a simplement été sorti d'un entrepôt. De quel entrepôt? Allons plus loin. L'isolation. Nous avons déjà mentionné la gutta percha, mais le diable se cache dans les détails de l'application. Pour recouvrir 4000 km de veines de 3 couches d'isolation sans le moindre bulle d'air, il faut une extrusion sous vide et une stérilité absolue. La présence d'une poussière, d'un cheveu ou d'une bulle d'air dans la couche de gutta percha sous la pression de l'eau au fond de l'océan signifie une perforation instantanée. L'eau sous une pression de 400 atmosphères enfoncera l'isolation dans cette bulle, la déchirera et court-circuitera le circuit. Les technologies d'application d'isolation sous vide, sous la forme qui garantit l'étanchéité à de telles profondeurs, sont apparues des décennies plus tard. En 1858, cela se faisait pratiquement à la main, dans des ateliers où flottait la poussière du charbon et du chanvre. La probabilité que le câble soit étanche sur toute sa longueur est égale à 0 absolu. C'est une impossibilité mathématique. Maintenant, transportons-nous à bord du navire Agamemnon pendant cette légendaire tempête de juin 1858. Les chroniques historiques décrivent cet épisode comme une lutte héroïque. La tempête a fait rage pendant 1 semaine. Le navire gîtait à 45 degrés. Dans la cale se trouvait une bobine de câble pesant plus de 1000 tonnes. Imaginez la physique du processus. À un gîte de 45 degrés, la charge sur le bord et les membrures du navire en bois due à une telle masse compacte devaient simplement arracher le bord. De plus, les chroniques disent que le câble a commencé à se déplacer et à s'emmêler. 1000 tonnes de fer et le cuivre se sont transformés en un enchevêtrement vivant qui démolissait tout à l'intérieur. Et l'équipage aurait, manuellement, au péril de sa vie, fixé cette masse monstrueuse à nouveau. Avez-vous déjà essayé d'arrêter une bobine qui roule pesant au moins 1 tonne? Et ici, il s'agit du poids d'un train entier qui se balance à l'intérieur d'une coque en bois au milieu de l'océan Atlantique. Le fait que le navire ne se soit pas disloqué et noyé, c'est un miracle de proportion biblique. Ou, ce qui est plus probable, un mensonge. Soit il n'y avait pas de cargaison, soit le navire était tout à fait différent, soit les technologies de stabilisation dont il disposait nous sont inconnues. Mais le plus savoureux, je l'ai gardé pour la fin. L'électricité. L'ingénieur en chef du projet Wildman Whitehouse et le consultant scientifique William Thomson, futur Lord Kelvin, menaient une dispute acharnée. Whitehouse était partisan de la force brute. Il pensait que pour pousser le signal à travers l'océan, il fallait appliquer une tension énorme. Il utilisait des bobines d'induction géantes, générant des milliers de volts. Thomson, lui,
comprenez que le câble fonctionnait comme un gigantesque condensateur. La charge se répartissait sur la longueur, et à l'autre bout, au lieu d'un point ou tiret net, sortait un vague pic indistinct. Appliquons la loi d'Ohm à cette situation. La veine de cuivre du XIXe siècle avait une résistance spécifique énorme. Avec une longueur de 4000 km, le signal s'atténuait inévitablement jusqu'au niveau du bruit de fond. Sans amplificateur intermédiaire, que personne n'avait installé au fond de l'océan, ils ne seront inventés qu'au XXe siècle, recevoir le signal à l'autre bout était impossible avec les instruments ordinaires. C'est précisément pourquoi Thomson a inventé ce qu'on appelle le galvanomètre à miroir. C'est un appareil ingénieux, un petit miroir attaché à une aiguille magnétique. Un rayon de lumière tombait sur le miroir et se réfléchissait sur l'échelle. Même une rotation microscopique de l'aiguille donnait un déplacement visible du point lumineux sur le mur. Cela semble génial? Maintenant, regardez cela avec les yeux d'un sceptique. C'est l'outil idéal pour falsifier. Personne, sauf l'opérateur assis dans une pièce sombre, ne voit si le point a bougé ou non. Les appareils télégraphiques morse ordinaires restaient muets. Ils ne pouvaient pas enregistrer ce courant fantôme. Tous les messages étaient reçus exclusivement via cet instrument magique dont les indications ne pouvaient être vérifiées. Ne vous semble-t-il pas étrange que la seule preuve du fonctionnement du câble reposait sur les mots de quelques personnes regardant un point lumineux dans une pièce sombre? Et quand Whitehouse, essayant de faire fonctionner les appareils ordinaires, a mis ses bobines à pleine puissance, appliquant 2000 volts, le câble serait mort. La version officielle dit « l'isolation n'a pas tenu ». Mais n'importe quel électricien vous dira « si l'isolation était faite de gouttes à percha artisanales avec des bulles d'air, elle aurait été percée immédiatement, au premier branchement, même avec les batteries standards ». Le câble ne pouvait pas fonctionner 3 semaines, puis soudainement se détériorer. Il était mort-né du point de vue de la physique. Alors, qu'était-ce? Un jeu grandiose en bourse? Sans aucun doute. Les actions de la compagnie Atlantic Telegraph ont grimpé au nu après la réussie transmission du télégramme de félicitations de la reine. Les initiés ont gagné des millions de livres sterling, vendant leur part au pic de l'euphorie, juste avant que le câble se taise. C'est le schéma classique du pump and dump, gonfler et lâcher. Mais l'ampleur de l'opération est trop grande pour une simple escroquerie. Des gouvernements de 2 superpuissances, des flottes militaires, les meilleurs esprits étaient impliqués. Pour de l'argent? Possible. Mais il y a une autre version. Et si ils n'avaient pas posé le câble? Et si ce câble était déjà là? Rappelez-vous les anciennes cartes où le fond des océans est rayé de lignes? Et si l'expédition de 1858 était une tentative de se connecter à une infrastructure ancienne, antédiluvienne, laissée par une civilisation précédente? Ils ont trouvé la veine, ont essayé d'y injecter leur électricité primitive, ont reçu une réponse, ou ce qu'ils ont pris pour une réponse, mais n'ont pas pu maîtriser la technologie et ont fini par brûler l'interface de connexion. Cela explique pourquoi ils n'avaient pas besoin de cartes précises du fond. Ils savaient où chercher. Cela explique pourquoi ils ont fabriqué le câble si vite. Peut-être l'ont-ils simplement remonté et restauré une partie du réseau ancien. Et cela explique pourquoi le câble a cessé de fonctionner. Nos bobines haute tension grossières ont simplement détruit l'électronique fine du passé. Laissons un instant de côté les vagues furieuses de l'Atlantique et transportons-nous sur la terre ferme. Si la partie maritime de l'opération soulève des doutes sur les lois de la physique, la partie terrestre de la préparation à la pose du câble transatlantique de 1858 entre en conflit direct avec les mathématiques et la démographie. Nous avons l'habitude de croire les manuels scolaires qui nous dépeignent des tableaux de cheminées fumantes de Manchester et Liverpool, où des millions d'ouvriers forgent jour et nuit l'avenir industriel. Mais prenons en main une calculatrice
et les chiffres secs des recensements de population du milieu du XIXe siècle. Et c'est là que commence le plus intéressant. La population de la Grande-Bretagne en 1850 comptait environ 27 millions de personnes. Soustrayons les femmes, les enfants, les vieillards et les malades incurables, dont il y en avait un nombre énorme à l'époque en raison des épidémies de choléra et de tuberculose. Il reste environ 6 à 7 millions d'hommes en âge de travailler. Cela semble considérable, mais attendez. Une grande partie de la population est encore employée dans l'agriculture. Quelqu'un doit nourrir le pays. Une autre partie sert dans l'armée et la marine, dispersée dans les colonies de tout l'Empire. Il reste un nombre de personnes critiquement faible pour accomplir ce fameux bond industriel. Et maintenant, regardez la liste des méga-projets de l'époque. La construction de milliers de kilomètres de chemins de fer, l'édification de ponts, la création d'une immense flotte marchande, l'industrie textile, et enfin notre héros, le télégraphe transatlantique. Pour produire des centaines de milliers de kilomètres de fils de fer et de cuivre, il ne fallait pas simplement des bras, mais des cadres qualifiés. La métallurgie n'est pas du transport de briques. C'est un processus chimique des plus complexes. Pour obtenir du cuivre de haute pureté, nécessaire pour la veine conductrice, car un cuivre impur aurait simplement tué le signal par sa résistance, il fallait des technologies d'électrolyse qui n'apparaîtront qu'à la fin du siècle. Comment purifiait-il le cuivre à l'échelle industrielle en 1858 ? Manuellement ? Dans des creusets ? C'est un non-sens. Si l'on en croit les rapports officiels, les usines travaillaient 24 heures sur 24. Mais qui y travaillait ? Les statistiques de mortalité et d'espérance de vie de l'époque sont effroyables. L'ouvrier moyen vivait 30-40 ans. Les gens mouraient d'épuisement, directement aux machines. D'où venaient les nouveaux cadres dotés de compétences techniques ? Le système d'éducation était à l'état embryonnaire. Un paysan arrivant en ville ne devient pas ingénieur câblier en une semaine. Ici, nous voyons un trou démographique béant. Il n'y avait physiquement pas assez de gens pour entretenir toutes les constructions annoncées du siècle. Soit la population était des fois plus importante qu'on nous le dit, soit ces usines étaient automatisées à un niveau dont nous n'avons même pas idée. Soit, et c'est ce qui effraie le plus, toutes ces productions existaient déjà, et les nouveaux maîtres de la vie les ont simplement relancées, en utilisant les restes du personnel qualifié de l'époque précédente. Regardez les volumes de matières premières. Pour l'armure du câble, comme nous l'avons découvert, il fallait des centaines de milliers de kilomètres de fils de fer. Le fer devait être extrait, fondu, laminé et étiré. C'était de montagnes de minerais, et surtout, des montagnes de charbon. L'industrie charbonnière de l'époque, c'était un travail infernal, manuel dans les mines. Pour alimenter en énergie les usines métallurgiques pour un tel projet, il fallait multiplier par plusieurs la production de charbon. Mais les graphiques de production montrent une croissance fluide, linéaire. Aucune pointe correspondant à des projets géants comme le câble transatlantique n'apparaît sur les graphiques. D'où venait l'énergie ? Peut-être utilisait-il autre chose que du charbon ? Un autre fait que les historiens s'efforcent d'ignorer, c'est l'impasse logistique. Imaginez le transport de la production finie. Les chemins de fer sont en construction. Leur réseau ne couvre pas encore tout le pays d'une toile dense. Le transport principal, par traction animale et fluviale. Pour transporter des milliers de tonnes de câbles et de matériaux des usines au port de chargement, il fallait des caravanes de milliers de chariots. Cela aurait dû paralyser la circulation sur les routes d'Angleterre. Où sont les plaintes des contemporains sur les embouteillages ? Où sont les rapports sur l'achat de milliers de chevaux pour la logistique de la compagnie Atlantic Telegraph ? Ils n'existent pas. Le câble se matérialise dans le port de chargement, comme par magie. Comme si les usines se trouvaient directement sur le quai, ou comme si le câble avait été sorti de vastes entrepôts souterrains situés à côté des docks. Revenons à la photographie.
c'est l'époque de la photographie naissante. Nous voyons des daguerréotypes de villes de cette époque. Et qui voyons-nous? Des rues désertes, d'immenses bâtiments majestueux et des places sans un seul être humain. Où sont ces foules d'ouvriers dont les manuels nous rebattent les oreilles? Où est la fourmilière de la révolution industrielle? Les villes paraissent mortes ou endormies. Cette bizarrerie est souvent expliquée par la longue exposition des appareils de l'époque. Soi-disant, les gens en mouvement se brouillaient simplement et disparaissaient. Mais c'est un mensonge. Sur les photos, il y a des ombres nettes. Il y a des arbres dont le feuillage n'est pas flou au vent. Donc, l'exposition n'était pas si longue que ça. Il n'y avait simplement pas de gens. Les villes étaient vides. Cela suggère que la population de l'Europe au milieu du XIXe siècle était bien moindre que ce qu'on nous annonce, et qu'elle se contentait simplement d'occuper les jungles de pierres vides laissées par quelqu'un d'autre. Et dans ces villes vides, au milieu d'une population clairsemée, surgit soudain un projet d'envergure planétaire. C'est comme si aujourd'hui, dans un village reculé où vivent 3 vieilles dames, on construisait un cosmodrome et lançait une fusée vers Mars. Le décalage entre les ressources humaines et le résultat technologique, voilà la principale preuve de la falsification. Nous voyons des produits finis de construction des plus complexes, navires, machines-outils, câbles, mais nous ne voyons pas le processus de leur création. On nous montre l'image finale, mais on coupe toutes les scènes de production. Il y a encore un détail, la gutta percha. Nous en avons déjà parlé, mais regardons du point de vue de la botanique et de la géographie. Cet arbre ne pousse que dans une étroite bande d'Asie du Sud-Est. Ce sont des jungles sauvages. Pour recueillir la quantité de sève nécessaire, il faut contrôler d'immenses territoires. Au milieu du XIXe siècle, ces territoires étaient formellement des colonies, mais en réalité, des terres sauvages. Comment la couronne britannique pouvait-elle assurer une chaîne logistique d'approvisionnement aussi complexe en matières premières stratégiques, du cœur des jungles, à travers 2 océans, jusqu'aux usines en Angleterre, sans panne ni retard? Cela nécessite une flotte et une escorte militaire comparables à l'armée d'un petit pays. Mais dans les archives de la Compagnie des Indes orientales, il n'y a pas de mention de flottille de gutta percha. Ce matériau apparaissait simplement sur les entrepôts à Londres. D'où venait-il? Peut-être que la gutta percha est un nom d'écran, un camouflage pour un autre polymère qu'ils ont trouvé et utilisé. Un polymère synthétique qui ne pourrit pas et ne se fissure pas, contrairement à la résine organique. Si nous admettons qu'ils ont trouvé des entrepôts avec du câble high-tech prêt à l'emploi, ou des matériaux pour son isolation, alors tout s'emboîte. Ils n'avaient pas besoin d'abattre des forêts en Malaisie. Ils n'avaient pas besoin de construire des usines. Ils n'avaient besoin que de trouver comment utiliser ce qu'ils avaient hérité. Cela explique pourquoi le projet a été réalisé si rapidement et pourquoi il a échoué. Ils utilisaient des technologies dont ils ne comprenaient pas entièrement les principes de fonctionnement. Ils ont pris un artefact d'une civilisation avancée, un câble blindé, et ont essayé de le brancher sur leur batterie primitive. C'est comme essayer de lancer un Internet optique moderne en y appliquant la tension d'une dynamo. Le résultat est prévisible. Le système a grillé ou s'est verrouillé. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Si vous avez suivi attentivement le déroulement de notre enquête, vous avez déjà compris que la version officielle de la pose du câble télégraphique transatlantique en 1858 s'effondre en poussière lorsqu'elle se heurte à la physique, aux mathématiques et à la démographie. Nous avons prouvé que l'humanité du milieu du XIXe siècle n'avait ni les capacités de production, ni les ressources humaines, ni les technologies pour créer et poser un tel appareil complexe. Mais le câble existait. Les signaux passaient. La reine Victoria et le président Buchanan ont échangé des messages. Comment résoudre cette contradiction? La réponse que je vais énoncer maintenant peut sembler effrayante, mais elle est la seule possible. Nous n'avons pas créé ce câble. Nous l'avons trouvé.
Bienvenue dans la réalité où l'histoire n'est pas une chronique du progrès, mais un inventaire des biens restés après une catastrophe globale. Appelons les choses par leur nom. Le milieu du 19e siècle, c'est l'époque des pilleurs. Imaginez une civilisation qui surpassait notre moderne en niveau de développement. Une civilisation qui construisait des villes avec un plan unique sur tous les continents, érigeait des bâtiments que nous ne pouvons reproduire aujourd'hui même avec nos grues, et bien sûr, possédait un réseau de communication global. Et puis quelque chose s'est produit. La grande réinitialisation. Un cataclysme global que les chercheurs alternatifs appellent le déluge boueux ou la catastrophe du 19e siècle. Regardez les bâtiments au centre de nos vieilles villes. Omsk, Moscou, Paris, Rome, New York. Partout le même tableau. Les premiers étages sont enfoncés dans le sol. Les fenêtres regardent vers le trottoir ou dans des fosses de sous-sol. L'histoire officielle marmonne quelque chose d'inintelligible sur la couche culturelle. Mais n'importe quel constructeur vous dira que la couche culturelle ne grandit pas de mètres en 100 ans et n'enterre pas les bâtiments uniformément avec de l'argile et du sable. Ce sont les traces d'un écoulement de boue à l'échelle planétaire. La boue, l'eau et le sol ont recouvert les continents, détruisant des milliards de personnes et effaçant de la surface de la Terre l'infrastructure précédente. Mais qu'est-il arrivé aux océans? Si sur Terre, le niveau du sol s'est élevé de plusieurs mètres, alors au fond de l'océan, où il n'y a ni érosion ni vent, l'infrastructure de la civilisation passée s'est conservée presque parfaitement. Le câble transatlantique de 1858 n'est pas une nouveauté. C'est un fil survivant du réseau informationnel global que nos ancêtres, survivants de la catastrophe, ont essayé de réanimer. Rappelez-vous le comportement étrange des navires Agamemnon et Niagara. Ils tournaient en rond pendant des heures au même endroit. On nous dit qu'ils épissaient le câble après une rupture. Et si ils pratiquaient le chalutage? Et si ils disposaient de cartes de l'ancien monde et connaissaient les coordonnées approximatives où passe la ligne principale? Ils ne posaient pas un nouveau câble, ils remontaient l'ancien du fond, nettoyaient les contacts, essayaient de trouver les ruptures et de se connecter à un système dont ils comprenaient à peine le principe de fonctionnement. Cela explique toutes les incohérences techniques. Ils n'avaient pas besoin de produire un demi-million de kilomètres de fil, il était déjà au fond. Ils n'avaient pas besoin de résoudre le problème d'isolation et de pression. Les technologies anciennes utilisaient probablement des matériaux surpassant la primitive gutta percha, ou bien l'environnement même du fond avait changé après la catastrophe. Et l'ancienne isolation tenait encore le coup. Cela explique pourquoi ils étaient si pressés et pourquoi il y a si peu de documents techniques réels. C'était une opération spéciale pour s'emparer des technologies du passé. Les ingénieurs de l'époque n'étaient pas des inventeurs, mais des hackers, essayant de pirater un ordinateur étranger à tâtons. C'est précisément pourquoi le câble a brûlé. Rappelez-vous la dispute entre Thomson et Whitehouse. Whitehouse, comme un barbare trouvant un appareil complexe, a décidé que s'il ne fonctionnait pas, il fallait frapper plus fort. Il a injecté dans un système conçu pour des signaux fins, peut-être même non électriques mais ondulatoires, un courant brut, haute tension de ses bobines. Il a simplement brûlé les ports sensibles du système ancien. C'est comme essayer de charger un smartphone moderne en le branchant directement sur une ligne haute tension. Le smartphone grille. La même chose est arrivée au câble. Il fonctionnait un certain temps sur la ressource résiduelle ou sur des basses fréquences correctement choisies que proposait Thomson, mais la force brute de l'électrotechnique primitive du 19e siècle l'a détruit. Cette théorie s'insère parfaitement dans le tableau d'un monde aux villes ensevelies. Si nous vivons sur des ruines, il est logique que nous utilisions les restes d'une splendeur passée. Les chemins de fer. Regardez la parfaite rectitude des anciennes voies et le volume des travaux de terrassement.
Peut-être que les rails et les traverses ont été remplacés, mais les remblais et les tunnels, c'est l'héritage de ceux qui étaient ici avant nous. Les systèmes d'égouts que nous exploitons encore dans les anciennes capitales? Ils sont trop complexes et grandioses pour des gens qui, selon la version officielle, versaient leurs eaux usées par la fenêtre. L'éclairage au gaz, la pneumatique postale, et voilà, le télégraphe transatlantique. Tout cela, des artefacts de la même époque disparus. Et maintenant, le plus effrayant, la démographie. Nous avons dit précédemment que les gens manquaient. La catastrophe explique cela aussi. Après le cataclysme global, la population de la Terre s'est réduite à un minimum critique. Les survivants, ce sont ces mêmes orphelins dont il y a tant d'informations étranges au XIXe siècle. Des enfants restés sans parents, qu'on transportait massivement dans les villes et qu'on formait aux compétences les plus basiques pour travailler aux machines. On leur a effacé la mémoire. On leur a donné une nouvelle histoire simplifiée. On leur a dit que tous ces bâtiments majestueux, ils les avaient construits eux-mêmes ou leurs pères, alors qu'ils ne connaissaient même pas les technologies de traitement du granit et de la maçonnerie polygonale. La pose du câble faisait partie du processus d'inventaire. Les nouvelles élites, qui avaient saisi le pouvoir sur le monde après la catastrophe, cherchaient frénétiquement les leviers de contrôle survivants. La communication, c'est le pouvoir. Celui qui contrôle l'information contrôle le monde. Ils ont trouvé le câble. Ils ont essayé de l'utiliser pour relier les colonies dispersées de survivants en un réseau unique géré. Ça n'a pas marché du premier coup. Il a fallu attendre encore plusieurs années jusqu'à ce que le niveau de leur propre technologie ou le niveau de compréhension des technologies volées permette de créer des méthodes de connexion plus douces. Faites attention à la terminologie de l'époque. Ils parlaient constamment découverte. La découverte de l'électricité, la découverte des ondes, la découverte des lois de la physique. Et si c'était des découvertes au sens littéral, comme on ouvre un coffre au trésor? Michael Faraday, James Maxwell, Nikola Tesla. Peut-être que ces génies n'étaient pas simplement des scientifiques, mais des décrypteurs, ceux qui ont pu lire les manuscrits survivants des dieux et les traduire en un langage compréhensible pour l'humanité devenue sauvage. Tesla disait ouvertement qu'il recevait des informations de l'extérieur. Peut-être s'est-il simplement connecté à ce même champ informationnel dont ces câbles au fond de l'océan étaient le support physique. Nous vivons dans un monde de cargo culte. Nous construisons nos avions en paille et en bâton, en regardant les oiseaux de fer du passé. Le télégraphe transatlantique de 1858 était la première tentative de faire voler un vrai avion de fer. Elle a échoué parce que les pilotes étaient des sauvages. Mais le simple fait de l'existence de cette ligne de communication prouve qu'avant nous, il y avait une civilisation pour qui un appel vidéo à travers l'océan était aussi banal que pour nous un trajet en métro. Et cette civilisation a disparu instantanément, nous laissant seulement des étages ensevelis, des villes vides et des câbles rompus au fond de la fosse des Mariannes. Qu'est-ce qu'il cache sous l'épaisseur d'eau? Pourquoi l'océanographie est-elle une science aussi fermée que l'astronautique? Pourquoi nous montre-t-on des cartes détaillées de Mars, mais le fond de notre propre océan, nous le connaissons moins bien que le verso de la Lune? Parce que là, en profondeur, gisent les preuves. Des pyramides, des villes, des usines et des réseaux de communication qui ne s'intègrent pas dans la théorie de l'évolution de la singe à l'iPhone. Le câble, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est un fil ténu, en tirant sur lequel on peut faire sortir au jour la vérité capable d'effondrer toute la paradigme scientifique moderne. Le câble transatlantique, ce n'est pas simplement un fil au fond. C'est le symbole de la façon dont l'administration planétaire, qui a saisi le pouvoir après la catastrophe du milieu du XIXe siècle, a essayé de prendre le contrôle de l'héritage des dieux. Nous vivons dans un monde bâti sur les ruines d'une civilisation hautement développée que nous appelons l'Antiquité, mais qui possédait des technologies surpassant nos rêves les plus audacieux. Ceux qui ont survécu ou sont arrivés au pouvoir après le grand déluge
se sont heurtés à une infrastructure gigantesque. Des villes étoiles, l'électricité atmosphérique, la communication sans fil et un réseau de transport global. Le câble faisait partie de cet ancien système. Peut-être servait-il non pas à transmettre l'alphabet primitif Morse, mais était un élément du système énergétique planétaire, un circuit de terre ou un guide d'ondes pour des technologies basées sur l'éther. Les nouveaux maîtres de la vie, les pillards de l'époque victorienne, ont trouvé cette veine. Ils ne comprenaient pas les principes de son fonctionnement, mais leur soif de pouvoir et de contrôle les poussait à des expérimentations. Ils ont essayé d'utiliser l'outil le plus complexe des dieux comme un marteau primitif. Et c'est précisément pourquoi leur tentative a échoué, et le câble s'est tu. Ils l'ont brûlé, en essayant d'imposer leurs lois physiques grossières à la matière subtile de l'ancien monde. Réfléchissez. Pourquoi nous inculque-t-on l'idée d'un progrès linéaire? On nous dit que nous avons commencé avec la hache de pierre et sommes arrivés au smartphone. Ce mensonge est nécessaire pour cacher le fait de notre dégradation. Nous ne progressons pas, nous nous rappelons. Toute la soi-disant révolution scientifico-technique de la fin du 19e et du 20e siècle, ce n'est pas une suite de découvertes géniales, mais un plan graphe de distribution à la population des technologies trouvées et adaptées du passé. La radio, les rayons X, le courant alternatif, les lasers, tout cela était connu avant nous. Les curateurs de l'histoire nous délivrent simplement ces connaissances par portions, au fur et à mesure que nous devenons capables de les payer. L'histoire du câble de 1858, c'est un faux départ. Ils ont précipité les choses. Ils voulaient obtenir une connexion globale ici et maintenant pour contrôler les colonies de survivants dispersés sur différents continents. Mais le niveau de dégradation de la population était trop fort. Les gens, qui venaient juste de subir le choc de la réinitialisation, privés de mémoire et de racines culturelles, n'étaient pas prêts à entretenir des systèmes complexes. Il a fallu des décennies de reformatage de la conscience, d'introduction d'un nouveau programme scolaire, de création de la fausse chronologie de Scaliger-Petavius pour faire grandir une génération de rouages obéissants, convaincus que leurs ancêtres étaient des singes. Nous vivons dans une réalité artificielle, dans une matrice créée sur les os des titans. Les bâtiments devant lesquels vous passez chaque jour, les gares avec leurs voûtes incroyables, les ponts avec des rivets impossibles à poser manuellement, tout cela des témoins silencieux de cette époque. Ils nous regardent avec reproche, nous, comme des sauvages installés dans un palais abandonné, brûlons des feux avec le parquet et nous étonnons pourquoi la plomberie ne fonctionne pas. Et quand l'un de nous trouve par hasard le bouton d'allumage de la lumière, on nous dit que c'est nous qui avons inventé l'électricité. Le câble de 1858, c'est ce même bouton qu'on a appuyé au mauvais moment. C'est la preuve que la mondialisation n'était pas un objectif du futur, mais un fait du passé. Le monde est éteint, le champ informationnel était commun, et la rupture de ce câble est devenue un acte symbolique de la séparation définitive de l'humanité, de son immersion dans les âges sombres de la fragmentation et de l'ignorance.